Allô à toi, bienvenue au vendredi avec Mélanie. Donc, je me présente, jardinière de pensée, Mélanie Bédard, pour celles qui ne me connaissent pas encore. Alors, j'aime cultiver mon bonheur et celle des autres, donc aider les autres à cultiver leur bonheur, leur bien-être pour devenir un modèle inspirant et positif pour leurs enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Alors aujourd'hui, je te présente 10 actions à ne pas faire. Je répète, à ne pas faire quand on veut jardiner son bonheur et son bien-être. Donc aujourd'hui, j'ai mis mes lunettes. Je dois accepter cette réalité que je suis rendue là, dans cette période de ma vie où ce que la vue abaisse, où ce que mes bras sont pas assez grands. Alors, je suis rendue là. Donc, j'ai des foyers, il faut que je m'adapte. Ici, il n'y a pas de force, mais il y a des forces. Fait que pardonnez-moi si je suis le même puis je ne suis pas à l'aise encore avec mes lunettes. Alors, le but des lives, c'est d'adresser des situations qui peuvent te freiner, qui peuvent te nuire, des situations de tous les jours et qui, tu n'as peut-être pas encore conscience que ces situations-là, ces façons de voir les choses, ces façons de penser, de croire, de gérer les émotions te nuisent parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Alors, ces lives-là, c'est vraiment pour t'aider à élever ta conscience. Ça permet aussi de changer nos façons de voir, comme j'ai dit, parce que une même situation, il y a toujours plein de façons de voir la même situation. Et c'est notre responsabilité de mettre les lunettes appropriées qui nous fait voir la situation sous le meilleur angle, qui nous aide, qui nous fait vivre moins d'émotions désagréables. Ça, c'est de notre responsabilité. Donc, ça permet aussi, ces lives-là, comme je l'ai dit, de faire des prises de conscience parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et ça permet de tout lier parce qu'à l'occasion, comme la dernière semaine, j'ai parlé des 7 pourquoi, j'ai offert les 7 pourquoi cet outil-là à avoir. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir dans la section des lives pour obtenir l'outil des 7 pourquoi. Et aujourd'hui, ben, je te parle des 10 actions à ne pas faire pour commencer à jardiner ton bonheur. Fait que ce live pour toi aujourd'hui, il est pour toi si tu te rends compte que ta vie d'aujourd'hui n'est pas ce que tu avais souhaité par le passé pour toi-même. Donc, tu te rends compte que ce que tu as fait par le passé, tes choix t'ont amené là où ce que tu es aujourd'hui, puis tu n'es vraiment pas satisfaite, tu es malheureuse. Et sache que c'est dans le présent qu'on construit notre futur. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est tes choix d'hier que tu subis aujourd'hui si tu n'en es pas consciente ou contente aussi. Donc, c'est vraiment à nous de s'assurer que nos choix, nos comportements, nos façons de faire, nos réactions, notre façon de gérer nos émotions te rapprochent le plus possible de tes besoins, de ton bonheur, de ton épanouissement. Et si tu ne prends pas cette responsabilité-là, mais tu restes dans tes vieux patterns à faire ce que tu fais toujours. Donc, si tu veux cultiver ton bonheur, mais que tu ne sais pas par où commencer, ce live-là aujourd'hui est là pour toi. Tu as peut-être déjà réalisé que, OK, ouais, finalement, la façon de voir les choses, ça me génère des émotions désagréables. Que, ouais, finalement, mes choix, c'est peut-être pas les meilleurs choix. Tu en as conscience, mais que tu sais juste pas comment faire autrement. Puis c'est normal, on n'apprend pas ça à l'école. Ça me fâche tellement. On devrait apprendre le développement personnel à l'école, bien avant d'autres matières qui sont peut-être aussi importantes, mais beaucoup moins. Je suis convaincue que notre société, notre santé mentale se porterait beaucoup mieux si on apprenait dès le primaire le développement personnel. Ça l'a changé parce que je sais, dans mon temps, on n'en voyait pas. Puis là, je vois ce que mes enfants voient à l'école, au primaire. Ils touchent, ils l'abordent un petit peu, mais tellement pas assez. Fait qu'écris-moi, fais-moi un petit coucou si tu es là parce que j'aime bien savoir à qui est-ce que je parle. Et si tu le revois en rediffusion, ben fais hashtag, le petit carré, rediffusion ou replay. C'est vraiment important pour moi de savoir à qui je m'adresse
et d'avoir tes commentaires. Es-tu d'accord? Es-tu pas d'accord? Est-ce que toi, comment tu vois ça? Parce que ça me permet, de, de savoir si ce que je fais, c'est ce dont tu as besoin, si c'est ce que tu voulais venir chercher dans ce groupe-là. Et ça me permet de m'améliorer pour que moi, je puisse t'aider aussi ensuite à t'améliorer. Puis ça me permet aussi de voir lesquels qui sont vraiment engagés dans leur transformation. Fait que c'est sûr que je m'attends que c'est pas tout le monde qui est disponible quand je suis en direct. C'est normal. Mais c'est important de le regarder aussi pour aller chercher toutes les petites pépites d'or. Alors, si ton problème, tu te rends compte que ta vie que tu souhaites présentement, c'est pas ce que tu, tu souhaiterais, bien, je vais te parler des 5 niveaux de conscience. Peut-être que ça va aussi t'éclairer à savoir où est-ce que tu es rendu dans ta démarche. Et avant que je commence à faire ça, tu peux écrire en commentaire si tu as déjà une idée quels sont ces 10, peut-être pas écrire les 10 là, mais qu'est-ce que tu penses que je vais dire des 10 actions à ne pas faire pour commencer à jardiner son bonheur? Fait que les 5 niveaux de conscience qui sont vraiment nécessaires, c'est le 5e. Il faut atteindre le 5e pour commencer la transformation, mais c'est important de connaître ces 5 niveaux de conscience. Alors, je t'explique. Le premier niveau, c'est l'inconscient. C'est la personne qui ne sait même pas qu'elle a un problème. Donc, on ne peut vraiment pas l'aider. Elle est tellement déconnectée de son corps, de ses émotions, de ses ressentis, qu'elle n'a pas le message de son inconscient au conscient qu'il y a quelque chose qui se passe puis que ça va pas bien. Fait que ça, c'est vraiment le niveau inconscient. Il y en a des gens qui sont à ce niveau-là. Ensuite, tu as le demi-conscient. C'est quelqu'un qui, OK, je suis en contact avec mon corps, je ressens des choses, c'est pas agréable, j'ai mal, j'ai des pressions dans le dos, des points dans le dos, de la misère à respirer, mais encore là, ils ne savent pas qu'il y a des solutions qui existent, puis ils ne savent peut-être pas faire le lien entre la cause-effet, le lien, là, cause à effet, que ce qui s'est passé ou ce que je pense aujourd'hui, ce que je vis, c'est ce qui me cause les problèmes. Fait que le demi-conscient, c'est qu'il suspecte qu'il y a quelque chose, il sait, mais il ne sait pas qu'il existe des solutions. Donc, il n'est pas à la recherche de solutions. Eux autres non plus, on ne peut pas vraiment les aider. Ensuite, tu as le conscient du problème. C'est, OK, je sais, j'ai un problème, je sais c'est quoi, je sais ça me fait ressentir des choses vraiment désagréables, mais il est juste pas prêt encore à prendre action. Puis en fait, il est beaucoup dans ses excuses, dans l'évitement, dans la déresponsabilisation, dans la victimisation, puis qui attend que les autres ou que le temps va arranger les choses. Et souvent aussi, puis malheureusement, on est de même, les humains, ça a l'air qu'on n'a pas assez, ils n'ont pas atteint assez leur limite de souffrance pour passer à l'action. Puis on est de même, j'ai déjà été comme ça. 2 fois, ça m'a amené à la dépression. Fait qu'on, c'est comme si on a besoin d'atteindre le fond du baril pour être capable de se relever. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais on est comme ça. 4e niveau de conscience, c'est conscient, orienté, solution. OK, je suis tannée de souffrir. Je suis à la recherche de solutions. Donc, je fais des appels avec Mélanie ou avec d'autres. Je me renseigne, je regarde sur le net et tout ça. Mais je ne suis pas totalement prête à prendre la décision de m'investir et de m'engager envers moi-même. C'est déjà mieux, être dans l'action à faire des recherches, mais elle peut encore rester dans ses vieux patterns, dans ses excuses, puis qui dit, ben, à chacun mon, tu sais, je suis pas prête. Et ça, je suis pas nécessairement d'accord. Des fois, j'entends l'excuse qui est, ah, chacun son rythme. Pas tant. Moi, j'y crois pas. C'est une forme de déresponsabilisation, c'est une forme de passivité. C'est de se faire croire que c'est correct d'attendre avant de régler une situation. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que on reste avec une charge mentale parce qu'on sait que c'est pas réglé le problème, que ça traîne. Donc, quand on me dit « je suis pas prête, à chacun son rythme », j'y crois pas à ces excuses-là. Fait que ça, c'est le niveau conscient, orienté, solution. Puis, je mettrais dans la même catégorie
Les gens qui pensent à l'action, qui vont voir le psychologue, qui vont s'engager dans une démarche de coaching pour faire taire leur environnement, pour faire taire leurs proches qui s'inquiètent pour eux, mais qu'eux autres ne sont pas encore prêts mentalement ou ne se sont pas encore décidés à vraiment s'engager dans ces démarches-là. C'est des gens aussi qui font toujours la même chose, puis peut-être au début ça fonctionnait, mais que avec le temps ça ne fonctionne plus, qu'ils se mettent à tourner en rond, puis que c'est de, tu sais, notre vieil ami Einstein, il nous disait, si on fait toujours la même chose, on obtient les mêmes résultats. Fait que c'est d'avoir conscience que oui, on fait quelque chose, mais que ça ne fonctionne plus, mais de rester là. Fait que ça, c'est dans la conscient orienté solution. Et le dernier niveau de conscience nécessaire pour vraiment changer, c'est le proactif décidé. C'est celle qui dit, je suis tannée de souffrir, je prends en main mon bonheur, je prends en main mon épanouissement, je règle mes problèmes, je trouve des solutions et je m'engage dans ces solutions-là. Il n'y a plus d'excuses. C'est avec ces gens-là qu'on peut réellement les aider, avec qui je travaille. Fait que voilà les 5 niveaux de conscience. Donc, tu ne serais pas ici si tu étais dans le 1, dans le 2, peut-être dans le 3. Il y en a beaucoup qui sont dans le 4, qui aimeraient ça, mais qui ne sont pas prêtes ou qui se laissent croire qu'elles ne sont pas prêtes, qui pensent qu'il n'y a pas assez d'argent, mais tout ça, c'est juste des excuses. Puis, c'est correct si tu ne me crois pas, c'est juste que tu n'as pas vu l'autre façon de voir les choses parce que tu portes tout le temps la même paire de lunettes. Il faut juste changer les paires de lunettes pour voir différemment. Puis ça, bien souvent, on a besoin de l'aide de quelqu'un pour faire ça. On a besoin d'être outillé. Fait que si tu veux te libérer de l'emprise de tes peurs, de te libérer l'esprit, de rassurer tes hamsters qui courent parce qu'ils sont anxieux, bien, voici 10 actions à commencer à faire pour jardiner ton bonheur, pour diminuer ta souffrance, pour commencer à apprendre à t'épanouir. Mais si tu maîtrises ces 10 points-là, si tu arrêtes de faire ces 10 actions-là, ça va beaucoup t'aider. C'est un bon point de départ, mais ça ne réglera pas tout parce que ces 10 actions-là, ça ne gère pas les peurs conscientes et inconscientes. Ça ne met pas on ne découvre pas quelles sont tes fausses et souffrantes croyances limitantes. Ça ne te libère pas de tes patterns. Donc, c'est important aussi, une fois que tu maîtrises ça, d'aller chercher de l'aide pour le faire. Alors, première action à ne pas faire, c'est dire oui à tout le monde. Parce que quand on dit oui à tout le monde, on dit non à soi. Fait que prends conscience à quoi tu dis oui et aussi en même temps à quoi tu dis non. Si tu dis oui à ta belle-sœur d'aller peinturer son appartement, tu dis non à toi de prendre soin de toi ou prendre soin de ta famille ou travailler sur tes projets. Quand on est super agréable aussi. C'est bizarre. Ça fait 15 minutes que j'ai commencé, mais ça fait 28 minutes. Ici, ça ne marche pas trop. Mais en tout cas, je continue. Quand on dit oui à tout le monde, qu'on est hyper agréable, qui est un trait de personnalité. Un trait de personnalité, c'est une tendance naturelle. Bien, ce que ça fait, c'est qu'on vient à s'oublier. Inconsciemment, on vient dire au cerveau, tous les autres sont importants quand on priorise tout le monde avant. Et donc, si tout le monde est plus important que moi, puis qu'on fait ça régulièrement, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, comment peux-tu croire que tu as de la valeur si inconsciemment, toutes les fois que tu dis oui, tu viens t'invalider, tu viens diminuer ton importance. Fait que diminuer l'agréabilité, non pas pour venir désagréable, mais pour être capable de dire oui quand tu as vraiment envie de dire oui, quand tu as l'énergie, quand tu as l'intérêt, c'est là qui est important. C'est les canaques. Et d'être capable de dire non quand tu n'as pas l'intérêt, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie et que tu veux te prioriser. Fait qu'arrête de dire oui à tout le monde. Et comme je disais tantôt, c'est pas parce que tu maîtrises ou que tu veux essayer d'arrêter de faire ça que ça va être facile. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de dire non? C'est la peur souvent de déplaire, la peur de déranger, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé.
Fait que tant qu'on n'a pas maîtrisé ces peurs-là en ayant travaillé notre estime, en ne dépendant plus de la validation extérieure, mais se valider soi-même, puis se donner de l'importance, au même titre que les autres sont importants, qu'on est égal, qu'il n'y en a pas plus qui sont plus importants parce que tu dis oui, tu comprends? Travailler son estime permet de te défaire de la peur du jugement, de la peur du rejet et de dire non quand tu as besoin de dire non. Deuxième action à ne pas faire, c'est de se comparer. C'est tout à fait naturel pour le cerveau de vouloir se comparer parce qu'il a besoin de savoir son rang dans la société. Et boy, là, c'est un sujet tabou pour certains. Il y en a qui veulent croire que tout le monde est égal. Puis oui, ça peut être l'idéal, tout le monde égal. Mais c'est pas parce que c'est un idéal que c'est la réalité. Et poursuivre un idéal qui est inatteignable, qui est irréaliste, ça apporte beaucoup de souffrance. Fait que oui, dans notre société, il y a des ordres, il y a une chronologie, il y a une hiérarchie. Ça existe au niveau des animaux, des chiens. C'est la nature qui est fait comme ça. Dans les arbres, et les arbres les plus forts vont prendre la place, vont prendre plus de place que les arbres qui sont plus faibles. Même au niveau cellulaire, c'est pas moi qui dis ça, c'est Guillaume Duluth, que j'aime beaucoup regarder, qui parlait de ça, qu'il y en a une hiérarchie, puis qui, lui, n'a pas peur de dire les vraies choses, puis il n'a pas peur de déplaire, et qui dit qu'il y a une hiérarchie dans les cellules. Donc, c'est naturel, c'est normal de se comparer pour savoir où est-ce qu'on se situe. Mais, il faut savoir bien le faire. Parce que se comparer, quand on se tape sur la tête, quand on se juge, quand on se critique, mais en fait, c'est d'éviter de prendre sa propre responsabilité, de se prendre en main pour atteindre ce que l'on souhaite. Quand on se compare, puis qu'on se blâme, puis qu'on se tape sa tête, puis qu'on se diminue, tu es dans l'évitement, de prendre tes responsabilités, de prendre en main. La façon de bien se comparer, c'est puis de s'élever, c'est dire, OK, cette personne-là, je souhaiterais faire comme elle, être comme elle, avoir sa position. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, que je ne fais pas encore, que je devrais commencer à faire? Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Qu'est-ce qu'elle valorise, elle, que je ne crois pas encore ou que je ne valorise pas encore, que je devrais valoriser? Quelle formation est allée chercher que moi, je n'ai pas encore, que je devrais aller chercher? Fait, en modélisant les gens qu'on souhaiterait s'inspirer d'eux ou imiter ou être comme eux, faire comme eux, ça, c'est pour nous tirer vers le haut. OK? C'est-tu clair? Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Troisième action à ne pas faire, super important, c'est les éviter. Il faut éviter d'éviter, si tu comprends. Tout ce qui est évitement de situations désagréables, évitement d'émotions désagréables, ça nous tire tellement vers le bas. L'évitement amène de l'anxiété. Je t'explique le processus. Quand on évite quelque chose qui nous rend anxieux, le payoff, le gain secondaire, la récompense, c'est l'apaisement. L'apaisement vient renforcer dans le cerveau le fait que c'était vraiment une menace. Donc, j'ai bien fait de me sauver de là et de l'éviter parce que, regarde, je me sens mieux. Donc, c'était vraiment une menace. Et parce que le cerveau enregistre que c'était vraiment une menace, la prochaine fois que tu vas faire face à cette même situation-là ou similaire, le cerveau va le détecter plus vite, à plus grande distance, puis va réagir encore plus fort. Donc, à moyen long terme, l'évitement augmente l'anxiété, alors qu'au départ, tu voulais l'éviter, l'anxiété, tu voulais la soulager. Et quand on évite les situations désagréables, de prendre nos responsabilités, inconsciemment, on sait qu'on n'a pas déployé le courage nécessaire ou on n'a pas développé notre capacité d'adaptation face à cette situation-là. On a été un peu couillard.
C'est tout dans l'inconscient. Et parce qu'on n'est pas fier de notre comportement, on n'est pas fier de ne pas avoir déployé du courage, ça affecte notre estime de soi. Ça fait-tu du sens? Donc, à chaque évitement, c'est comme si on creuse un trou pour notre estime de soi. Et ça augmente notre anxiété. Donc, c'est un cercle vicieux. Fait qu'en apprenant, en faisant face aux situations et aux émotions désagréables, à t'exposer graduellement, tu développes ces expériences-là, tu développes ta capacité d'adaptation et tu développes ta confiance en toi. Donc la confiance, ce n'est que la récompense pour ceux qui osent sortir de leur zone de confort, qui osent s'autoriser de faire des erreurs, qui osent se montrer imparfaits. Comme tout le monde, on est tous imparfaits. Et c'est comme ça qu'on apprend. Fait que arrêtez d'éviter. Éviter l'évitement, c'est le seul évitement que tu peux faire. Bien entendu, si ta vie est en danger, ta sécurité est en danger, oui, c'est correct d'éviter de conduire à 200 km/h sur l'autoroute en moto. Mais la très grande majorité des situations dans notre société, notre vie n'est pas en danger, c'est notre ego. Mais plus on veut protéger notre ego, plus l'ego devient grand et notre estime se diminue. Donc, l'ego est là pour protéger notre faible estime. Plus notre estime est forte et stable, plus l'ego prend sa place, sa juste place, puis n'a plus à défendre une image. Ça a-tu du sens? Se déresponsabiliser, quatrième point, à ne pas faire. Donc, on est dans un courant de société où est-ce que on est de plus en plus dans la posture de victimisation. Ah, c'est la faute du gouvernement si je suis pauvre, si j'ai pas d'argent, si je suis malheureuse. C'est la faute de mon employeur qui n'est pas conciliant, qui n'est pas humain. C'est la faute de mon conjoint. C'est la faute de mes enfants, de mon voisin, de mon ami, de ma famille. C'est la faute de mon chat. Quand on prend une posture de victime comme ça nous place dans une posture d'impuissance parce qu'on subit les autres. On subit les circonstances, on subit la vie, on subit la décision des autres pour nous parce qu'on a décidé, inconsciemment bien souvent, de ne pas prendre les décisions, de ne pas se prendre en main. Et quand on est dans une posture d'impuissance, c'est très insécurisant pour le cerveau parce qu'il subit les décisions des autres, ça augmente beaucoup l'anxiété. C'est logique. Donc, de se responsabiliser, prendre en main ses besoins, combler par soi-même ses besoins, prendre en main son bonheur, prendre en main des conflits, des problèmes qu'il y a autour de nous, c'est ça la vie. Mais de s'assurer de les régler, ça l'apaise beaucoup le cerveau, l'anxiété, puis en même temps, ça l'apaise, tu sais, nos hamsters. Justement, j'étais en train d'écrire tantôt, c'est dimanche, Kanak fait un post, où est-ce qu'il dort? Et il parle de la paix d'esprit. Et ça passe par la responsabilisation. Cinquième point, viser la perfection. Ça, je le vois beaucoup chez mes coachés, la perfection. La perfection, ça l'amène à l'inaction parce que la perfection est un autre idéal irréaliste à atteindre. Et donc, parce que c'est très peu probable que la première fois que tu vas faire quelque chose, ça va être à la perfection, mais si tu ne t'autorises pas l'erreur, tu ne le feras pas. C'est de l'auto-sabotage. Et quand on se sabote comme ça, quand on aimerait faire des choses, mais on ne les fait pas, on l'évite, bien encore une fois, on n'est pas fier de soi et c'est notre estime qui en prend un coup. La perfection aussi, viser toujours la perfection, puis mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Même si on passe à l'action, on le fait, là, mais on dépense beaucoup trop de temps pour ce que ça nous apporte. Beaucoup trop de jus de cerveau. Bien souvent, c'est pour éviter la critique, c'est pour éviter le jugement, pour éviter de se faire dire ah, tu t'es trompé, parce que c'est une autre forme de protection de notre estime. Autorise-toi à faire des erreurs, autorise-toi à apprendre, à te tromper parce que c'est comme ça qu'on réussit. Je connais pas personne
qui a réussi sans jamais faire d'erreur, sans jamais se tromper. L'erreur, là, mets un X sur ce mot-là, échec-erreur, c'est apprentissage. Il faut apprendre pour être meilleur. Il faut gagner en connaissance, en expérience, en compétence pour gagner en confiance et faire les choses de mieux en mieux. Vise l'excellence et non pas la perfection. Laisse-moi y prendre une petite gorgée. 6e point, ne voir que le négatif plutôt que le positif. C'est une question de survie pour le cerveau reptilien que de focusser sur le négatif. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile. C'est pour ça que les chaînes de nouvelles ne sont que des mauvaises nouvelles parce que c'est ce qui est vendeur, c'est ce qui intéresse les gens parce qu'inconsciemment, ils se disent de quoi je dois me protéger, de quoi je dois faire attention. Fait que c'est à travers les mauvaises nouvelles que le cerveau se protège. Le cerveau reptilien, lui, son but, son rôle, ce n'est d'assurer que notre survie physique. Il s'en fout de notre bonheur. C'est pas son département à lui. Fait que lui, il veut focusser sur le négatif et ce à quoi je dois me protéger, me préparer pour pas que ma santé physique soit atteinte. Sauf que ce sur quoi on se concentre augmente. Plus on voit le négatif, plus on va voir d'autres négatifs. Faire l'effort de voir le positif dans le négatif, de voir le beau côté des choses dans le moins beau, c'est la résilience. Ça se développe, mais ça demande plus de jus de cerveau. Ça demande des efforts conscients de tous les instants pour que ça devienne un automatisme. À force de pratiquer de plus en plus facile, ça devient un automatisme. Et quand c'est un automatisme, on n'y pense plus, ça ne demande plus d'effort. Mais pour y arriver, ça demande de l'effort constant. C'est comme quand tu as appris à faire tes boucles avec tes lacets. Quand on a 2-3 ans, là, où on travaille, on se concentre fort, là. Puis à force de le faire, mais on peut le faire les yeux fermés. C'est la même chose avec la pensée positive et moins de rajouter réaliste. Il y en a pour qui pratiquent la pensée positive. Ah, tout va bien aller, ça va être correct. C'est une forme d'évitement quand on ne passe pas à l'action. Et quand c'est peut-être irréaliste aussi, les idéaux, je te rappelle. Fait que oui, la pensée positive, mais avec de l'action pour favoriser à ce que ça se passe bien. Le point 7, être fermé d'esprit. Ça, c'est un autre trait de personnalité, une autre tendance naturelle. Quand on est fermé d'esprit, qu'on est plus rigide, ça l'amène beaucoup de souffrance. Ça l'amène beaucoup de difficultés dans nos relations, dans nos communications. On se limite de voir d'autres solutions. On se limite. Il n'y a pas de créativité quand on est fermé d'esprit. Fait qu'on ne peut pas créer par soi-même notre propre solution qui nous adonnerait le mieux. Donc, développer. Puis c'est pas vrai, j'entends souvent les gens dire je suis comme ça. Je suis, ça veut dire qu'on se colle une étiquette sur le front. Je suis comme ça. C'est pas vrai. C'est une tendance naturelle, oui, forgée par le tempérament jusqu'à de 0 à 20 ans, notre éducation, puis ça se fige dans le temps, ça devient notre personnalité, mais ce n'est pas une condamnation à vie. Ça se travaille à aller chercher des stratégies, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir les choses pour pallier quand nos traits de personnalité nous nuisent, donc la fermeture d'esprit. 8e point. Puis là, j'ai oublié de dire avant de commencer à dire les 10 actions à ne pas faire, je faisais tout ça avant. Je ne suis pas là en train de faire la morale, moi, I know best. Je le sais parce que je l'ai travaillé. J'ai travaillé sur moi parce que j'étais comme ça. Avant, je faisais tout ça moi aussi. Puis c'est pour ça que j'étais malheureuse et c'est ce qui m'a amenée à ma première dépression. Sur le chemin du développement personnel, on est au même niveau. Tu sais, la posture de coach, c'est on est au même niveau. C'est que je fais juste partager mes connaissances, humblement mes expériences. On est sur le même chemin du développement personnel, un chemin qui n'a jamais de fin. Je suis juste peut-être un petit peu plus d'avance. Puis je peux aider ceux qui sont
qui sont sur le chemin que moi j'ai déjà fait, mais je ne peux pas aider les gens qui sont rendus plus loin sur le chemin, tu comprends? Moi, je vais aider ceux qui sont sur le chemin que j'ai déjà fait. Tandis que des fois, la posture médecin-patient, psychologue-patient, I know best, puis moi, je vais te dire quoi faire. C'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est je suis là pour te guider, t'accompagner humblement parce que moi aussi, j'ai marché ce terrain-là. OK, je suis allée me chercher peut-être des formations parce que c'était mon intérêt. Moi, c'est ma passion. J'aime vraiment ça. Ma mission, c'est d'aider, mais j'ai aussi vécu ce chemin-là. Alors, 8e point, juger les autres. On le fait dessus, ça, juger les autres. Et juger soi-même aussi, c'est pas mieux non plus. C'est bien souvent, quand on fait ça, encore inconscient, une très mauvaise stratégie pour augmenter notre estime de soi qui n'est pas top shape. Quand on juge les valeurs des autres, quand on juge leur façon de faire par rapport à nous, ce qu'on pense, nous, ce qu'on croit qui est le meilleur, nous qui on croit qu'on détient la vérité, bien, en fait, c'est qu'on tente inconsciemment de diminuer la valeur de l'autre, la valeur de ses décisions, la valeur de ses comportements pour nous augmenter l'estime. Mais ce qui est pervers là-dedans, ce qui ne fonctionne pas, c'est que inconsciemment, ben même consciemment, on le sait que c'est pas bien de juger les autres. Et parce qu'on a un comportement qui n'est pas bien, dont on n'est pas fier, mais quand on fait des choses dont on n'est pas fier, ça diminue notre estime. Fait que sur le coup, comme quand on évite des situations dérangeantes, ça soulage l'anxiété, ça nous fait du bien. Sur le coup, quand on juge les autres, « Ah, moi je suis meilleure », on ne dit pas ça fort, mais on peut le penser, « Moi je fais mieux qu'elle, puis je pense mieux qu'elle ». Sur le coup, ça peut nous soulager, mais moyen long terme, on se rabaisse quand on fait ça, on diminue notre estime. 9e point, ne pas se dévoiler, ne pas se vulnérabiliser. Garder tout pour soi, rester dans le superficiel. L'humain, on a besoin des relations profondes, on a besoin de connecter avec les autres. On a besoin de se sentir compris, soutenu, encouragé, mais ça ne peut pas se produire si on parle de la politique, puis de tout, puis de rien, puis qu'on ne parle jamais de soi. Je ne suis pas en train de te dire de te dévoiler à tout le monde, ça serait une erreur de le faire. Mais de le faire avec des gens qui vont être capables de nous écouter, qui vont nous respecter, qui vont être bienveillants. Et plus on se vulnérabilise, donc, je fais une parenthèse, la vulnérabilité, ce n'est pas être faible. Ça n'a rien à voir, c'est une fausse croyance. La vulnérabilité, c'est la capacité d'être vu. Vulnérabilité, vue. Il y a 2 niveaux. Par soi-même en premier, d'être capable de se regarder dans le miroir, dire « Ok, je suis comme ça, j'ai de la difficulté, cet événement-là m'a affecté, je me sens un peu plus vulnérable, justement, un peu plus faible aujourd'hui, ou ces temps-ci à cause de ma séparation, admettons. » C'est un exemple. Le premier niveau, c'est la capacité d'être vu. Le deuxième, c'est la capacité d'être vu par les autres tels que nous sommes. Fait que ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Et quand on veut approfondir nos relations, ça passe par la vulnérabilisation. Mais y aller petit peu par petit peu. C'est pas parce que la première fois que tu arrives à quelqu'un, elle te semble une personne de confiance que là, tu te dévoiles tout. Elle va dire « Wow, too much! » Là, on n'a pas cette relation, on n'a pas construit une relation de confiance encore. Là, on n'a pas ce lien-là. Mais d'y aller petit à petit. Puis toi, si tu te vulnérabilises, ça va inviter l'autre à le faire. Puis si elle le fait, ça t'invite à le faire. Puis c'est comme ça qu'on approfondit la relation. Et, admettons, une relation profonde, c'est ici, là. Je regarde la caméra, c'est ici. Une relation superficielle, c'est ici. C'est 2 personnes. Il y en a une qui est ici au niveau de la vulnérabilisation, puis l'autre est là. Votre relation est à cette profondeur-là. OK? Fait que même si toi, tu te vulnérabilises beaucoup à ton chum, puis lui, il ne parle jamais de rien, votre relation est là. Et vois la vulnérabilisation comme un peu une image, je reprends l'image de Guillaume Dulude. Il explique tellement bien, tellement bon, puis c'est sur des bases scientifiques. Puis moi, j'ai un passé de policière, t'es 21 ans policière, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de faits. Fait que le développement personnel basé sur la science, c'est vraiment, je trippe. Alors, 8e point, 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 8e point
Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, quand tu sens que tu es en confiance avec l'autre, puis que tu as envie de te vulnérabiliser, imagine que c'est comme si tu prends de l'or, des pépites d'or que tu as en toi, puis tu le mets sur la table. En te dévoilant, tu dévoiles ta valeur, ce qui est précieux pour toi, ce qui est important. Fait que c'est comme si tu mets de l'or sur la table. Et la bonne personne à qui le faire, c'est que tu sais que la personne ne partira pas avec ton or. Elle ne prendra pas ta valeur pour rire de toi, pour l'utiliser contre toi après. Elle va être contente pour toi de voir toute la valeur. Elle va t'aider à la cultiver, à ce que tu ailles chercher encore plus d'or à mettre sur la table ou la valeur en toi. Mais si tu sens que en te dévoilant, en mettant ton or sur la table, la personne va le prendre, va le partir, elle va être jalouse, elle va l'utiliser contre toi, elle va, oh, c'est rien ça vaut rien, puis qu'elle te dévalorise, c'est pas une bonne personne à qui te dévoiler. Il faut vraiment choisir les bonnes personnes et c'est de notre responsabilité de s'entourer de personnes qui vont bien s'occuper de notre art et que nous, on va bien respecter et protéger l'art des autres. Et dernier point, ben, c'est de ruminer le passé. C'est de ne pas lâcher prise. C'est de ne pas accepter que ce qui s'est passé dans le passé est du passé. Donc, c'est pas parce qu'on accepter quelque chose, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. Accepter quelque chose, ça veut dire je n'y peux rien, c'est hors de mon contrôle, c'est arrivé, c'est du passé, je n'y peux rien, même si je ne suis pas d'accord. Ruminer, ça fait juste gaspiller de l'énergie mentale, ça te garde dans le passé, ça sous-entend que tu ne crois pas qu'il y a un futur pour toi, que tu ne crois pas en tes habiletés de créer un beau futur pour toi. Fait que ruminer tes vieilles façons de penser, tes patterns, tes vieilles façons de faire, les blessures, les mauvais coups qu'on t'a fait, la trahison, tu restes dans ton caca. Tu peux pas cultiver un jardin de bonheur dans ton caca. OK, oui, ça peut faire du fumier, de l'engrais pour aider. C'est ça la résilience. C'est prendre du caca, là, puis d'en faire un engrais pour que ta terre fertile, elle soit fertile. C'est ça, développer sa résilience. Mais ruminer le passé, on ne développe aucune résilience. Fait que j'espère que ces 10 actions à ne pas faire vont t'aider à commencer à jardiner ton bonheur. Bien poser toutes tes questions, je suis là pour toi. Et si tu as envie d'apprendre à plus cultiver ton bonheur, si tu vois il y a des blocages, il y a des vieux patterns, tes peurs, tes croyances limitantes, ton environnement te nuit, bien, écris-moi en privé, puis je suis là pour t'aider. Puis je vais probablement t'offrir un appel gratuit, un coaching gratuit pour faire le point ensemble, puis te donner une direction claire pour t'aider à régler cette situation-là. Puis après, tu feras ce que tu voudras, ça ne t'engage à rien. Mais au moins, saisis l'occasion pour commencer à jardiner ton bonheur, prends action. Deviens la proactive, décidée, déterminée. Et l'excuse du temps, tu vas toujours être occupé. Si ce n'est pas ton travail qui te tient occupé, ça va être ton conjoint qui peut-être va être malade un jour, peut-être ça va être ta maman qui va être malade, peut-être ça va être ton jeune de 30 ans qui vient de se séparer, puis il va toujours avoir des circonstances. Toujours, toujours, toujours. Fait que si tu attends qu'il n'y ait plus jamais de circonstances pour te prioriser, tu vas être morte à ce moment-là. C'est dur, mais c'est ça, il va toujours avoir des raisons. Puis as-tu vraiment envie de gaspiller des années, puis d'être malheureuse, de souffrir, alors que tu pourrais, toi, changer et t'adapter aux circonstances? Prends les circonstances et les rendre une partie intégrante vers tes objectifs. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. J'espère que tu as aimé le live d'aujourd'hui. 40 minutes, je me surprends d'avoir de la jasette. Et puis, on se revoit vendredi prochain. Bonne fin de semaine. Bye bye.